Communauté radiophonique des programmes de langue française. ORTF France Culture présente Lautréamont par Julien Gracq. Lecteur Yves Arcanel et Jean Bollery. Réalisation Jean-Pierre Collat. Il est difficile de parler de Lautréamont et il est même, dans une certaine mesure, dangereux de parler de Lautréamont. La difficulté vient de ce qu'il s'agit d'un auteur sur lequel nous manquons complètement de repères. Lautréamont ne s'est pas exprimé autrement que par son livre. Nous ne savons rien ou presque de sa vie, encore moins de sa mort, et le commentaire tout de même assez instructif que pourrait fournir à l'œuvre la vie de l'auteur ici nous fait défaut. Et puis, l'autre difficulté qui a été soulignée bien des fois, c'est l'ambiguïté de l'œuvre. C'est à la fois un des chefs-d'œuvre du romantisme noir, mais en même temps, par l'exercice de l'humour continuel qui est propre à Lautréamont, c'est une œuvre, on l'a dit, qui renferme sa propre critique, et même, on pourrait dire, sa propre négation, en somme, sa propre dérision. Lautréamont semble, par cet exercice de l'humour noir, se moquer de ce qu'il écrit et l'annihiler, pour ainsi dire, à mesure qu'il écrit son texte. Ce qui fait qu'il y a accord des critiques, à la fois sur le génie de Lautréamont, et presque aussitôt désaccord sur le sens qu'il faut attribuer à son œuvre. Non seulement sur le sens qu'il faut attribuer à son œuvre, mais même sur la nature profonde de cette œuvre, que sont les Chants de Maldoror. Ou bien, pour certains, c'est une interprétation possible, il s'agit d'une sorte de percée géniale du subconscient, une sorte de jaillissement brut, de richesse interne, qui a quelque chose de volcanique d'ailleurs, d'éruptif, et où se mêle le sadisme primitif de l'enfance, les rêves, les cauchemars du très jeune âge, les obsessions aussi de l'enfance, le ressentiment. Tout cela exaspéré jusqu'à un point qui a fait prononcer par certains le mot de folie, c'est le mot de Léon Bloy. D'un autre côté, on peut juger aussi les Chants de Maldoror comme une œuvre où triomphe la lucidité. Une œuvre, pour ainsi dire, de réduction et de destruction par l'ironie continuelle exercée contre lui du romantisme noir. Et non seulement destruction de ce romantisme noir qui semble nier et tourner en dérision à mesure, mais destruction même du mensonge littéraire, du mensonge qui est peut-être au fond de la littérature, et destruction, tentative de destruction peut-être de négation de la littérature tout court. Ce qui fait que c'est une œuvre déconcertante au plus haut point, d'un caractère constamment ambigu, et par là même d'une originalité évidemment tout à fait neuve. C'est ce qui fait que le lecteur dispose, en somme, en face de l'œuvre de Lautréamont, d'une liberté dont il y a assez peu d'exemples. Il faut choisir, au fond, il faut lire Lautréamont selon sa propre pente. Et on peut dire qu'il s'agit d'une œuvre où l'éclairage donné par le lecteur, au fond, est souverain. Donc, il n'est pas possible de trancher, en ce qui concerne Lautréamont, sur une œuvre qui posera toujours des problèmes probablement insolubles. Mais je voudrais seulement, avant de procéder à la lecture de ces textes-là, faire quelques réflexions qui ne sont à aucun titre exclusif des autres, quelques réflexions sur le sens que peut tout de même avoir pour nous cette œuvre. Il y a ici une référence qui, pour moi, est très éclairante quand on essaie de d'élucider l'origine des Chants de Maldoror. Cette référence, c'est l'œuvre d'Edgar Poe. Edgar Poe, l'écrivain américain, nous a laissé une œuvre qu'on peut appeler une œuvre double, où on dirait qu'il y a deux versants
deux versants qui sont, pour ainsi dire, séparés par un mur. D'une part, il y a les contes de Poe, contes qui plongent évidemment leurs racines dans la sensibilité de l'extrême jeunesse et de l'enfance, qui sont pleins de cauchemars, de rêves morbides, pleins aussi, bien entendu, d'impulsions réfrénées, probablement de nature sexuelle. Ces contes noirs, pleins d'un romantisme par conséquent très ténébreux, c'est La Maison Usher, c'est Ligeia, c'est Bérénice, c'est Le Chat Noir et beaucoup d'autres. Et puis d'un autre côté, alors il y a un autre aspect de Poe qui est radicalement opposé au premier, sans qu'il y ait aucune transition entre les deux, c'est l'aspect de Poe raisonneur, infatigable et infaillible, qui, par les seuls moyens intellectuels, prétend démonter toutes les énigmes, les tirer au clair, les élucider parfaitement. Alors c'est le Poe des histoires policières, hein, le Poe de Double crime de la rue Morgue, du Scarabée d'or, par exemple, de La lettre volée. C'est le raisonneur infaillible qui, au contraire, prétend percer à jour, en somme, tous les faux-semblants et élucider toutes les énigmes. Même lorsqu'il s'agit de poésie, ce double aspect de Poe est tout à fait visible. D'un côté, par exemple, on voit Poe écrire Le Corbeau, un poème célèbre, et puis dans un autre texte qui s'appelle Le Principe poétique, démonter, pour ainsi dire, la création de son poème et le présenter, certainement faussement d'ailleurs, comme le résultat d'une création purement logique, d'une élaboration purement logique, calculée de vers en vers et entièrement soumise, en somme, disons, à la rationalité. Eh bien, c'est pourquoi l'exemple de Poe est éclairant, quoique l'œuvre soit très différente. Chez Lautréamont, au fond, on assiste, si vous voulez, à la même division. Il y a d'un côté le romantisme exaspéré, le romantisme noir, qui est visible à chaque page de l'œuvre, qui est le ressort de l'œuvre, qui est foisonnant, qui est éruptif, je l'ai dit tout à l'heure, et qui tourne à chaque instant ou menace de tourner au cauchemar, et qui certainement plonge lui aussi ses racines dans la sexualité infantile. Et puis, il y a, chez Lautréamont, la lucidité extrême. Lucidité extrême, détachée, qui est basée ici, d'ailleurs, non pas du tout, comme chez Poe, sur le raisonnement, mais sur l'humour. Poe n'a pas d'humour, et la distance prise vis-à-vis de sa poésie par Lautréamont, c'est par l'humour noir, essentiellement, bien entendu, qu'elle est acquise. Ce goût de l'élucidation, de la logique même, Lautréamont ne s'en cache pas. Il y a une page célèbre dans les Chants de Maldoror qui est l'hymne aux mathématiques et par lequel justement Lautréamont se réclame expressément dans ce domaine purement intellectuel. Seulement ici, la différence avec Poe est essentielle. L'originalité puissante de Lautréamont, c'est qu'au lieu d'avoir fait une œuvre double, comme Poe, c'est-à-dire des œuvres distinctes qui se classent dans deux catégories différentes, il a fait plutôt, non pas une œuvre double, mais une œuvre à double sens. C'est-à-dire que constamment, la création poétique et le détachement par l'humour sont constamment concomitants, ce qui en fait une œuvre très déroutante, qui a très longtemps dérouté, une œuvre très ambiguë et une œuvre, au fond, presque totalement insaisissable. Et alors, ce qui frappe, ce qui est probablement le génie de Lautréamont, comme sur un plan assez différent, c'est le génie de Poe, c'est que cette démarche du rêve, de la poésie de l'enfance, tout à fait irrationnelle, jusqu'à l'élucidation intellectuelle, la réflexion et le détachement, cette démarche, au fond, c'est, disons, la démarche normale dans la vie de l'homme. L'homme commence par rêver, par être un poète dans son enfance, et puis il arrive un moment, au contraire, où la raison réduit ses cauchemars, ses obsessions, ses impulsions enfantines. Seulement, chez l'homme normal, cette différence s'obtient par le processus de ce qu'on pourrait appeler la maturité. La maturité, je ne l'envisage pas, d'ailleurs, dans un sens ici très optimiste. La maturité est essentiellement, disons, amollissement des contours. C'est l'expérience qui est à la base. Elle adoucit les contradictions, elle use les angles
elle amène petit à petit à une sorte d'acceptation résignée, et au fond, je dirais que cette maturité, c'est avant tout érosion des angles qui blessent, des angles trop vifs, érosion de toutes les contradictions, et finalement une sorte de conciliation assez molle, assez résignée des contraires, des antagonismes. En gros, c'est ça que signifie, en somme pour l'homme normal, la maturité. Or, chez Poe et chez Lautréamont, ce qui frappe, c'est un manque génial de cette maturité qui intervient chez l'homme normal. Il n'y a pas trace du tout de cette usure désenchantée de l'expérience, cette usure de l'expérience qui amène toujours une baisse de tension, bien entendu en même temps. On peut dire au contraire que, ici, chez Lautréamont, l'éclairage critique le plus vif est projeté sur une masse de poésie brute ici, dont la virulence, au contraire, dont la force de choc est restée miraculeusement intacte. Et c'est cette absence totale de vieillissement, c'est cette œuvre qui est à la fois poésie pure et en même temps élucidation intellectuelle, qui nous frappe précisément parce que l'entre-deux normal, si vous voulez, cette maturité qui intervient chez l'homme, n'intervient ici pas du tout. Lautréamont est un homme parfaitement éveillé qui refuse, au contraire, cette usure, cette érosion dont je parlais tout à l'heure. Il y a un passage dans les Chants de Maldoror qui est particulièrement typique, où Lautréamont s'en prend au sommeil et parle de la haine particulière qu'il a vouée de manière irréconciliable à ce qu'il appelle les planches somnifères. L'efficacité de son œuvre, à mon avis, vient de là. C'est l'enfance conservée d'une manière presque miraculeuse, en somme jusqu'à la fin de la jeunesse ici, avec un appareil intellectuel, en somme impeccable, qui dans une très large mesure l'élucide, mais ne lui enlève absolument pas la virulence, la prise, la force de choc que peuvent avoir les rêves de l'enfance ou la poésie qui surgit directement dans les rêves, précisément de la première enfance. Et alors, cette lucidité qui n'est pas usure et résignation, présentée sous la forme de l'humour, qui est particulier à Lautréamont, produit un effet tout à fait original, en somme, sur le lecteur. La lucidité, pour ainsi dire, n'a pas l'effet corrosif, destructeur de la poésie qu'elle aurait très normalement. On dirait plutôt que cette lucidité est projetée de l'extérieur, elle est proposée et non pas acquise, en somme. Elle ne détruit pas la poésie à laquelle elle semble s'attaquer, elle est plutôt une espèce de contrepoint de cette poésie qui joue avec elle continuellement, mais qui finalement ne fait qu'en raviver l'étrangeté. Et au fond, c'est l'interprétation en tout cas que je me hasarde pour ma part à donner, je dirais que l'humour de Lautréamont n'est pas destiné, comme il apparaît quelquefois, à détruire sa poésie ou à la tourner en dérision à mesure qu'il l'écrit. Il s'agit plutôt pour moi d'une sorte de processus de conjuration personnelle. C'est plutôt une sorte de défense instinctive de Lautréamont qui l'isole, si vous voulez, de cette poésie envahissante, en somme, qui le submerge constamment, qui l'en isole, en fait, plutôt que de l'en protéger. Ce qui fait que cette poésie ne perd rien de sa virulence et passe jusqu'à nous, en somme, à peu près complètement intacte. Et si l'on pouvait chercher un élément de comparaison à cette œuvre qui est en somme très originale, qui reste parfaitement originale, des Chants de Maldoror, je dirais que ce qui lui ressemble plus, c'est peut-être ces objets barbares, en somme, ces fétiches de conjuration sauvage, dont notre époque a pris le goût, d'ailleurs, à peu près en même temps qu'elle prenait le goût des Chants de Maldoror. Dans ces statues africaines, par exemple, ou dans ces masques océaniens, il y a quelque chose de très ambigu, il y a une force de suggestion qui reste absolument intacte, qui passe jusqu'à nous, intacte, incontestablement, une sorte de fluide qui passe, alors que ces œuvres sont nées d'une pensée de participation intense, certainement chez celui qui les a créées, pensée de participation qui les a créées, puis qui s'est retirée, qui les a évacuées, et qui nous laisse en face d'une sorte d'objet poétique qui s'est séparé de l'auteur, dont l'auteur s'est séparé, et que cependant l'imagination du lecteur peut revenir en somme indéfiniment habitée.
C'est peut-être en ce sens, en tout cas c'est dans ce sens que je suis pour ma part porté plutôt à interpréter les chants de Maldoror. Quant au fond, quant à la substance, en somme, disons, radioactive de ces chants de Maldoror, car elle est réellement radioactive, pour moi, c'est l'enfance conservée qui donne à cette poésie toute sa vigueur. Mais, attention, il ne s'agit pas de l'enfance de la Bibliothèque Rose, il s'agit de ce qu'on peut appeler l'enfance terrible. Il y a d'ailleurs un mot de Lautréamont qui est significatif, quand Lautréamont écrit « Ô humains, vous êtes les enfants terribles ». Il s'agit de l'enfance terrible, en effet, il s'agit du monde noir de l'enfance. On y retrouve tous les éléments les plus agissants. D'abord, le fait fondamental de l'onirisme. L'enfance plonge, baigne dans le rêve, et le monde de Lautréamont est d'un bout à l'autre évidemment un monde onirique, avec, et c'est aussi peut-être un des signes de l'enfance, une tendance très délibérée vers le cauchemar, qui revient à chaque instant. Les rêves de Lautréamont passent toujours dans les chants de Maldoror, pratiquement ou virent très rapidement la forme du cauchemar. Ce qui est typique de l'enfance aussi et que Lautréamont conserve, c'est, je dirais, la vitalisation des images. Vitalisation frénétique qui s'explique parce que le rêve de l'enfant est un rêve actif. L'enfant, par le rêve, intervient, pour ainsi dire, dans le monde par substitut interposé. Il est trop petit pour agir, mais il se projette dans des êtres plus grands, plus forts que lui, et chez Lautréamont, ce sont souvent les animaux agressifs, les animaux de proie, c'est l'aigle, le poulpe, le requin, et ces êtres sont des intercesseurs, ils sont chargés idéalement d'intervenir sur le monde à sa place. C'est ce que j'appelle cette vitalisation des images, qui se traduit souvent d'ailleurs et constamment, même dans Maldoror, par des métamorphoses continuelles. Le Maldoror se change en poulpe, se change en requin, se change en aigle, bien entendu c'est un processus qui intervient à chaque instant. Un autre trait enfantin également et conservé très vivant dans les chants de Maldoror, c'est le ressentiment. Le ressentiment infantile, qui est un des ressorts, nous verrons un texte d'ailleurs qui est tout à fait significatif à ce sujet, ressentiment contre les adultes, contre les grandes personnes, auxquelles d'ailleurs ici s'identifie à peu près de bout en bout le créateur, qui est le grand adversaire de Maldoror, précisément dans les chants. Et puis il y a aussi, il ne faut pas le dissimuler, la cruauté native, foncière de l'enfance, l'agressivité frénétique également, qui est si sensible souvent chez l'enfant, et qui engendre tout ce bestiaire grouillant, on en a fait l'inventaire d'ailleurs de Lautréamont, et puis aussi, et ça c'est très proche de l'enfance, l'obsession religieuse au fond du bien et du mal, bien qu'en réalité la notion soit très ambiguë chez Lautréamont. Obsession très singulière de la souillure en particulier, qui est presque toujours liée d'ailleurs à la sexualité. Les chants de Maldoror sont un livre peut-être scandaleux, du moins on l'a cru, mais en tout cas un livre extrêmement chaste. La sexualité est présente très souvent, mais il est très curieux de noter qu'elle est presque toujours souillure, jamais érotisme. L'érotisme n'intervient pas, et presque tout de suite, cette intervention de la sexualité fait lever des fantômes qui sont de nature religieuse, presque immédiatement. Voilà quelques-uns de ces thèmes, au fond très profondément enracinés dans l'enfance, que nous retrouverons dans les textes qui vont être lus, et qui me paraissent, il faut bien le dire, la substance vivante, malgré tout, malgré l'humour qui s'exerce, des chants de Maldoror. Il est minuit. On ne voit plus un seul omnibus de la Bastille à la Madeleine. Je me trompe. En voilà un qui apparaît subitement comme s'il sortait de dessous terre. Les quelques passants attardés le regardent attentivement, car il paraît ne ressembler à aucun autre. Sont assis, à l'Impériale, des hommes qui ont l'œil immobile, comme celui d'un poisson mort. Ils sont pressés les uns contre les autres et paraissent avoir perdu la vie. Au reste, le nombre réglementaire n'est pas dépassé. Lorsque le cocher donne un coup de fouet à ses chevaux, on dirait que c'est le fouet qui fait remuer son bras, et non son bras le fouet.
Que doit être cet assemblage d'êtres bizarres et muets? Sont-ce des habitants de la Lune? Il y a des moments où on serait tenté de le croire, mais ils ressemblent plutôt à des cadavres. L'omnibus, pressé d'arriver à la dernière station, dévore l'espace et fait craquer le pavé. Il s'enfuit. Mais une masse informe le poursuit avec acharnement sur ses traces, au milieu de la poussière. Arrêtez, je vous en supplie, arrêtez! Mes jambes sont gonflées d'avoir marché pendant la journée. Je n'ai pas mangé depuis hier. Mes parents m'ont abandonné. Je ne sais plus que faire. Je suis résolue de retourner chez moi et j'y serai vite arrivée si vous m'accordiez une place. Je suis un petit enfant de 8 ans et j'ai confiance en vous. Il s'enfuit. Il s'enfuit. Mais une masse informe le poursuit avec acharnement sur ses traces, au milieu de la poussière. Un de ces hommes, à l'œil froid, donne un coup de coude à son voisin et paraît lui exprimer son mécontentement de ces gémissements au timbre argentin qui parviennent jusqu'à son oreille. L'autre baisse la tête d'une manière imperceptible, en forme d'acquiescement, et se replonge ensuite dans l'immobilité de son égoïsme comme une tortue dans sa carapace. Tout indique dans les traits des autres voyageurs les mêmes sentiments que ceux des deux premiers. Les cris se font encore entendre pendant 2 ou 3 minutes, plus perçants de seconde en seconde. L'on voit des fenêtres s'ouvrir sur le boulevard et une figure effarée, une lumière à la main, après avoir jeté les yeux sur la chaussée, refermer le volet avec impétuosité pour ne plus reparaître. Il s'enfuit, il s'enfuit. Mais une masse informe le poursuit avec acharnement sur ses traces au milieu de la poussière. Seul, un jeune homme, plongé dans la rêverie, au milieu de ces personnages de pierre, paraît ressentir de la pitié pour le malheur. En faveur de l'enfant qui croit pouvoir l'atteindre avec ses petites jambes endolories, il n'ose pas élever la voix, car les autres hommes lui jettent des regards de mépris et d'autorité, et il sait qu'il ne peut rien faire contre tous. Le coude appuyé sur ses genoux et la tête entre ses mains, il se demande, stupéfait, si c'est là vraiment ce qu'on appelle la charité humaine. Il reconnaît alors que ce n'est qu'un vain mot, qu'on ne trouve même plus dans le dictionnaire de la poésie, et avoue avec franchise son erreur. Il se dit, en effet, pourquoi s'intéresser à un petit enfant? Laissons-le de côté. Cependant, une larme brûlante a roulé sur la joue de cet adolescent qui vient de blasphémer. Il passe péniblement la main sur son front, comme pour en écarter un nuage dont l'opacité obscurcit son intelligence. Il se démène, mais en vain, dans le siècle où il a été jeté. Il sent qu'il n'y est pas à sa place, et cependant il ne peut pas en sortir. Prison terrible, fatalité hideuse. Lombano, je suis content de toi depuis ce jour. Je ne cessais pas de t'observer pendant que ma figure respirait la même indifférence que celle des autres voyageurs. L'adolescent se lève dans un mouvement d'indignation et veut se retirer pour ne pas participer, même involontairement, à une mauvaise action. Je lui fais un signe et il se remet à mon côté. Il s'enfuit. Il s'enfuit, mais une masse informe le poursuit avec acharnement sur ses traces au milieu de la poussière. Les cris cessent subitement, car l'enfant a touché du pied contre un pavé en saillie et s'est fait une blessure à la tête en tombant. L'omnibus a disparu à l'horizon et l'on ne voit plus que la rue silencieuse. Il s'enfuit. Il s'enfuit. Mais une masse informe ne le poursuit plus avec acharnement sur ses traces au milieu de la poussière. Voyez ce chiffonnier qui passe, courbé sur sa lanterne palote. Il y a en lui plus de cœur que dans tous ses pareils de l'omnibus. Il vient de ramasser l'enfant.
Soyez sûr qu'il le guérira et ne l'abandonnera pas, comme ont fait ses parents. Il s'enfuit. Il s'enfuit. Mais de l'endroit où il se trouve, le regard perçant du chiffonnier le poursuit avec acharnement sur ses traces au milieu de la poussière. Race stupide et idiote, tu te repentiras de te conduire ainsi. C'est moi qui te le dis. Tu t'en repentiras, va. Tu t'en repentiras. Ma poésie ne consistera qu'à attaquer par tous les moyens l'homme, cette bête fauve, et le Créateur qui n'aurait pas dû engendrer une pareille vermine. Les volumes s'entasseront sur les volumes jusqu'à la fin de ma vie, et cependant, on n'y verra que cette seule idée, toujours présente à ma conscience. Ce premier texte, que j'appellerais le rêve de l'omnibus, me paraît spécialement significatif de la manière dont la poésie des Chants de Maldoror baigne dans les rêves et les cauchemars de l'enfance. Ici, c'est typiquement un cauchemar qui est familier à tous les enfants isolés dans une chambre noire ou punis ou séparés de leur mère. C'est le cauchemar de l'abandon par les grandes personnes. Et en même temps, très typique, le ressentiment contre l'injure qui a été faite à l'enfance. Je ne serais pas étonné pour ma part d'ailleurs, enfin c'est une interprétation qui ne peut être exagérément personnelle, que ici un élément biographique est joué sur Lautréamont. Lautréamont a quitté très jeune l'Uruguay et il a vécu en France, au lycée de Tarbes, puis au lycée de Pau, la vie d'interne, mais de l'interne envoyé par sa famille d'un pays lointain ou d'une colonie qui passe ses jours de congé et ses vacances au lycée dans une réclusion sinistre. Ça existait encore au temps de ma jeunesse, je m'en souviens, et je ne serais pas étonné du tout que le ressentiment qui se traduit ici, le cauchemar de l'abandon enfantin, ait sa source ici dans des souvenirs peut-être très personnels, peut-être même un traumatisme très particulier ici qui a été infligé à la jeunesse de Lautréamont. Ô poux, à la prunelle recroquevillée, tant que les fleuves répandront la pente de leurs eaux dans les abîmes de la mer, tant que les astres graviteront sur le sentier de leur orbite, tant que le vide muet n'aura pas d'horizon, tant que l'humanité déchirera ses propres flancs par des guerres funestes, tant que la justice divine précipitera ses foudres vengeresses sur ce globe égoïste, tant que l'homme méconnaîtra son Créateur et se narguera de lui, non sans raison, en y mêlant du mépris, ton règne sera assuré sur l'univers, et ta dynastie étendra ses anneaux de siècle en siècle. Je te salue, soleil levant, libérateur céleste, toi, l'ennemi invisible de l'homme. Continue de dire à la saleté de s'unir avec lui dans des embrassements impurs et de lui jurer par des serments non écrits dans la poudre qu'elle restera son amante fidèle jusqu'à l'éternité. Baise de temps en temps la robe de cette grande impudique en mémoire des services importants qu'elle ne manque pas de te rendre. Si elle ne séduisait pas l'homme avec ses mamelles lascives, il est probable que tu ne pourrais pas exister, toi, le produit de cet accouplement raisonnable et conséquent. Ô fils de la saleté, dis à ta mère que si elle délaisse la couche de l'homme, marchant à travers des routes solitaires, seule et sans appui, elle verra son existence compromise. Que ces entrailles qui t'ont porté 9 mois dans leurs parois parfumées s'émeuvent un instant à la pensée des dangers que courraient par suite leurs tendres fruits si gentils et si tranquilles, mais déjà froids et féroces.
Saleté, reine des empires, conserve aux yeux de ma haine le spectacle de l'accroissement insensible des muscles de ta progéniture affamée. Pour atteindre ce but, tu sais que tu n'as qu'à te coller plus étroitement contre les flancs de l'homme. Tu peux le faire sans inconvénient pour la pudeur, puisque tous les deux, vous êtes mariés depuis longtemps. Pour moi, s'il m'est permis d'ajouter quelques mots à cet hymne de glorification, je dirais que j'ai fait construire une fosse de 40 lieues carrées et d'une profondeur relative. C'est là que gît, dans sa virginité immonde, une mine vivante de poux. Elle remplit les bas-fonds de la fosse et serpente ensuite en larges veines denses dans toutes les directions. Voici comment j'ai construit cette mine artificielle. J'arrachai un pou femelle aux cheveux de l'humanité. On m'a vu me coucher avec lui pendant 3 nuits consécutives et je le jetai dans la fosse. La fécondation humaine, qui aurait été nulle dans d'autres cas pareils, fut acceptée cette fois par la fatalité. Et, au bout de quelques jours, des milliers de monstres, grouillant dans un nœud compact de matière, naquirent à la lumière. Ce nœud hideux devint par le temps de plus en plus immense, tout en acquérant la propriété liquide du mercure et se ramifiant en plusieurs branches qui se nourrissent actuellement en se dévorant elles-mêmes. La naissance est plus grande que la mortalité. Toutes les fois que je ne leur jette pas en pâture un bâtard qui vient de naître et dont la mère désirait la mort, ou un bras que je vais couper à quelque jeune fille pendant la nuit, grâce au chloroforme. Tous les 15 ans, les générations de poux qui se nourrissent de l'homme diminuent d'une manière notable et prédisent elles-mêmes infailliblement l'époque prochaine de leur complète destruction. Car l'homme, plus intelligent que son ennemi, parvient à le vaincre. Alors, avec une pelle infernale qui accroît mes forces, j'extrais de cette mine inépuisable des blocs de poux, grands comme des montagnes. Je les brise à coups de hache et je les transporte pendant les nuits profondes dans les artères des cités. Là, au contact de la température humaine, ils se dissolvent comme au premier jour de leur formation dans les galeries tortueuses de la mine souterraine, se creusent un lit dans le gravier et se répandent en ruisseaux dans les habitations comme des esprits nuisibles. Le gardien de la maison aboie sourdement, car il lui semble qu'une légion d'êtres inconnus perce les pores des murs et apporte la terreur au chevet du sommeil. Peut-être n'êtes-vous pas sans avoir entendu, au moins une fois dans votre vie, ces sortes d'aboiements douloureux et prolongés. Avec ses yeux impuissants, il tâche de percer l'obscurité de la nuit, car son cerveau de chien ne comprend pas cela. Ce bourdonnement l'irrite, et il sent qu'il est trahi. Des millions d'ennemis s'abattent, ainsi, sur chaque cité, comme des nuages de sauterelles. En voilà pour 15 ans. Ils combattront l'homme en lui faisant des blessures cuisantes. Après ce laps de temps, j'en enverrai d'autres. Quand je concasse les blocs de matière animée, il peut arriver qu'un fragment soit plus dense qu'un autre. Ces atomes s'efforcent avec rage de séparer leur agglomération pour aller tourmenter l'humanité, mais la cohésion résiste dans sa dureté. Par une suprême convulsion, ils engendrent un tel effort que la pierre, ne pouvant pas disperser ses principes vivants, s'élance d'elle-même jusqu'au haut des airs, comme par un effet de la poudre, et retombe en s'enfonçant solidement sous le sol. Parfois, le paysan rêveur aperçoit
un aérolite fendre verticalement l'espace en se dirigeant du côté du bas vers un champ de maïs. Il ne sait d'où vient la pierre. Vous avez maintenant, claire et succincte, l'explication du phénomène. Si la terre était couverte de poux, comme de grains de sable, le rivage de la mer, la race humaine serait anéantie, en proie à des douleurs terribles. Quel spectacle! Moi, avec des ailes d'ange, immobile dans les airs, pour le contempler. En somme, c'est un hymne à la gloire du Pou. Je le considère comme représentant d'une manière satisfaisante ici, alors l'agressivité foncière qui se traduit dans les champs de Maldoror, et précisément ce qui est extrêmement fréquent chez Lautréamont, le transfert de cette agressivité de l'enfant sur l'animal. L'animal qui est chargé, là, électivement, précisément, d'exercer les vengeances, précisément, ou les représailles, dont l'enfant lui-même ne peut pas se charger. Dans ce texte, en même temps, nous trouvons un remarquable exemple ici du lyrisme de Lautréamont et de la manière dont il se développe. Le lyrisme de Lautréamont est très oratoire. Il est basé sur une période très classique et au fond presque toujours de caractère oratoire, comme d'ailleurs l'ont été beaucoup de grands textes romantiques français. On pourrait considérer d'ailleurs l'ensemble des chants de Maldoror comme des espèces d'odes en prose juxtaposées. Les strophes sur l'océan, par exemple, ici l'hymne à la gloire du Pou, vengeur, ici se représenterait assez nettement cette forme de développement lyrique qui revient presque à chaque page chez Lautréamont. Ô lampe au bec d'argent, mes yeux t'aperçoivent dans les airs, compagne de la voûte des cathédrales, et cherche la raison de cette suspension. On dit que tes lueurs éclairent pendant la nuit la tourbe de ceux qui viennent adorer le Tout-Puissant, et que tu montres aux repentis le chemin qui mène à l'autel. Écoute, c'est fort possible, mais est-ce que tu as besoin de rendre de pareils services à ceux auxquels tu ne dois rien? Laisse plonger dans les ténèbres les colonnes des basiliques, et lorsqu'une bouffée de la tempête sur laquelle le démon tourbillonne, emporté dans l'espace, pénétrera avec lui dans le saint lieu en y répandant l'effroi, au lieu de lutter courageusement contre la rafale empestée du prince du mal, éteins-toi subitement, sous son souffle fiévreux, pour qu'il puisse, sans qu'on le voie, choisir ses victimes parmi les croyants agenouillés. Si tu fais cela, tu peux dire que je te devrai tout mon bonheur. Quand tu reluis ainsi en répandant tes clartés indécises, mais suffisantes, je n'ose pas me livrer aux suggestions de mon caractère, et je reste sous le portique sacré, en regardant par le portail entr'ouvert ceux qui échappent à ma vengeance, dans le sein du Seigneur. Ô lampe poétique, toi qui serais mon ami, si tu pouvais me comprendre, quand mes pieds foulent le basalte des églises dans les heures nocturnes, pourquoi te mets-tu à briller d'une manière qui, je l'avoue, me paraît extraordinaire? Tes reflets se colorent alors des nuances blanches de la lumière électrique. L'œil ne peut pas te fixer. Et
Tu éclaires d'une flamme nouvelle et puissante les moindres détails du chenil du Créateur, comme si tu étais en proie à une sainte colère. Et quand je me retire après avoir blasphémé, tu redeviens inaperçu, modeste et pâle, sûr d'avoir accompli un acte de justice. Dis-moi un peu, serait-ce parce que tu connais les détours de mon cœur que lorsqu'il m'arrive d'apparaître où tu veilles, tu t'empresses de désigner ma présence pernicieuse et de porter l'attention des adorateurs vers le côté où vient de se montrer l'ennemi des hommes? Je penche vers cette opinion, car moi aussi je commence à te connaître. Je sais qui tu es, vieille sorcière, qui veille si bien sur les mosquées sacrées où se pavane comme la crête d'un coq ton maître curieux. Vigilante gardienne, tu t'es donné une mission folle. Je t'avertis, la première fois que tu me désigneras la prudence de mes semblables, par l'augmentation de tes lueurs phosphorescentes, comme je n'aime pas ce phénomène d'optique, qui n'est mentionné du reste dans aucun livre de physique, je te prends par la peau de ta poitrine, en accrochant mes griffes aux escarres de ta nuque teigneuse, et je te jette dans la Seine. Je ne prétends pas que lorsque je ne te fais rien, tu te comportes sciemment d'une manière qui me soit nuisible. Là, je te permettrai de briller autant qu'il me sera agréable. Là, tu me narqueras avec un sourire inextinguible. Là, convaincu de l'incapacité de ton huile criminelle, tu l'urineras avec amertume. Après avoir parlé ainsi, Maldoror ne sort pas du temple et reste les yeux fixés sur la lampe du saint lieu. Il croit voir une espèce de provocation dans l'attitude de cette lampe qui l'irrite au plus haut degré par sa présence inopportune. Il se dit que si quelque âme est renfermée dans cette lampe, elle est lâche de ne pas répondre à une attaque loyale par la sincérité. Il bat l'air de ses bras nerveux et souhaiterait que la lampe se transformât en homme. Il lui ferait passer un mauvais quart d'heure, il se le promet. Mais le moyen qu'une lampe se change en homme, ce n'est pas naturel. Il ne se résigne pas et va chercher sur le parvis de la misérable pagode un caillou plat, à tranchant effilé. Il le lance en l'air avec force. La chaîne est coupée par le milieu, comme l'herbe par la faux, et l'instrument du culte tombe à terre en répandant son huile sur les dalles. Il saisit la lampe pour la porter dehors, mais elle résiste et grandit. Il lui semble voir des ailes sur ses flancs, et la partie supérieure revêt la forme d'un buste d'ange. Le tout veut s'élever en l'air pour prendre son essor, mais il le retient d'une main ferme. Une lampe et un ange qui forment un même corps, voilà ce que l'on ne voit pas souvent. Il reconnaît la forme de la lampe, il reconnaît la forme de l'ange, mais il ne peut pas les scinder dans son esprit. En effet, dans la réalité, elles sont collées l'une dans l'autre et ne forment qu'un corps indépendant et libre. Mais lui croit que quelque nuage a voilé ses yeux et lui a fait perdre un peu de l'excellence de sa vue. Néanmoins, il se prépare à la lutte avec courage, car son adversaire n'a pas peur. Les gens naïfs racontent à ceux qui veulent les croire que le portail sacré se referma de lui-même en roulant sur ses gonds affligés pour que personne ne pût assister à cette lutte impie dont les péripéties allaient se dérouler dans l'enceinte du sanctuaire violet. L'homme au manteau, pendant qu'il reçoit des blessures cruelles, avec un glaive invisible, s'efforce de rapprocher de sa bouche la figure de l'ange. Il ne pense qu'à cela, et tous ses efforts se portent vers ce but. Celui-ci perd son énergie et paraît pressentir sa destinée. Il ne lutte plus que faiblement, et l'on voit le moment où son adversaire pourra l'embrasser à son aise, si c'est ce qu'il veut faire. Eh bien, le moment est venu. Avec ses muscles, il étrangle la gorge de l'ange qui ne peut plus respirer et lui renverse le visage en l'appuyant sur sa poitrine odieuse. Il est un instant touché du sort qui attend cet être céleste dont il aurait volontiers fait son ami, mais il se dit que c'est l'envoyé du Seigneur et il ne peut pas retenir son courroux. C'en est fait. Quelque chose d'horrible va rentrer dans la cage du temps.
Il se penche et porte la langue, imbibée de salive, sur cette joue angélique qui jette des regards suppliants. Il promène quelque temps sa langue sur cette joue. Oh, voyez, voyez donc, la joue blanche et rose est devenue noire, comme un charbon. Elle exhale des miasmes putrides, c'est la gangrène, il n'est plus permis d'en douter. Le mal rongeur s'étend sur toute la figure et de là exerce ses furies sur les parties basses. Bientôt tout le corps n'est qu'une vaste plaie immonde. Lui-même, épouvanté, car il ne croyait pas que sa langue contint un poison d'une telle violence, il ramasse la lampe et s'enfuit de l'église. Une fois dehors, il aperçoit dans les airs une forme noirâtre, aux ailes brûlées, qui dirige péniblement son vol vers les régions du ciel. Ils se regardent, tous les deux, pendant que l'ange monte vers les hauteurs sereines du bien et que lui, Maldoror, au contraire, descend vers les abîmes vertigineux du mal. Quel regard! Tout ce que l'humanité a pensé depuis 60 siècles et ce qu'elle pensera encore pendant les siècles suivants pourrait y contenir aisément tant de choses, se dirent-ils, dans cet adieu suprême. Mais on comprend que c'étaient des pensées plus élevées que celles qui jaillissent de l'intelligence humaine, d'abord à cause des deux personnages, et puis à cause de la circonstance. Ce regard les noie d'une amitié éternelle. Il s'étonne que le Créateur puisse avoir les missionnaires d'une âme si noble. Un instant, il croit s'être trompé et se demande s'il aurait dû suivre la route du mal comme il l'a fait. Le trouble est passé. Il persévère dans sa résolution et il est glorieux, d'après lui, de vaincre tôt ou tard le grand tout, afin de régner à sa place sur l'univers entier et sur des légions d'anges aussi beaux. Ce troisième texte qui concerne la lampe et l'ange me paraît un des plus riches, dans un espace assez bref, très significatif aussi parce que toute une série de thèmes que Lautréamont utilise, qui reviennent chez lui, s'y trouvent resserrés en somme dans un espace assez étroit. D'abord, c'est pour moi un exemple de cette vitalisation des images, qui est si typique de Lautréamont, si original chez lui. La lampe, sous le regard de Maldoror, se transforme presque instantanément en ange. L'ange est d'ailleurs un des thèmes qui reviennent chez Lautréamont. C'est un thème aussi très lié à l'enfance. Il y a 5 ou 6 figures d'anges dans les chants de Maldoror qui reviennent à intervalles périodiques. C'est Lohengrin, Léman, Lombano, Holzer, Falmer, Mervyn, enfin le dernier qui figure dans le 6e chant. Ce texte est aussi un très bon exemple de la manière inextricable dont l'humour le plus corrosif, c'est la gangrène, il n'est plus permis d'en douter, non, est mêlé constamment à la poésie. Il y a peu de passages peut-être ici où l'imbrication soit aussi étroite. Il y a enfin le thème de la chute de l'ange, un thème obsessionnel qui revient constamment dans les chants de Maldoror. Et puis, c'est un excellent exemple de cette obsession aussi de la souillure, liée indiscutablement à la sexualité, mais d'une manière très symbolique. Ici, c'est le simple baiser de Maldoror à l'ange qui suffit à déclencher cette gangrène foudroyante qui gagne de bout en bout. C'est un passage au fond très pudique, mais incontestablement ici enraciné dans la sexualité enfantine. Ce dernier texte, qui est l'épisode de la rue Vivienne, c'est un autre aspect des chants de Maldoror, aspect qui, pour ainsi dire,
garde un caractère tâtonnant dans les 5 premiers chants, mais qui se précise et se développe dans le 6e chant et qui est au fond la forme du roman noir. Le ton du roman noir, les thèmes du roman noir sont présents d'un bout à l'autre dans les chants de Maldoror, incontestablement. Mais au 6e chant, non seulement on a les thèmes et l'atmosphère du roman noir, mais on a alors l'ébauche qui se précise de plus en plus d'une sorte de récit organisé, complexe, qui occupe la majeure partie du dernier chant. Ce roman noir parodique, autour duquel Lautréamont rôde, pour ainsi dire, d'un bout à l'autre des chants, et qui prend corps dans ce 6e chant, c'est assez naturellement la forme vers laquelle Lautréamont devait être porté. Il est certain qu'il éprouve, à mon avis, un très vif attrait pour ce roman noir, mais finalement il cède à la pente qu'il lui offre, mais en même temps, alors la défense constamment dressée par Lautréamont contre sa propre poésie se fait très virulente ici. Avant le texte lu, il y a une critique extrêmement ironique du roman comme forme littéraire, et la forme défensive, la forme de conjuration que prend l'humour chez Lautréamont me paraît avoir dans cet épisode de la rue Vivienne, ici c'est sensible d'un bout à l'autre, un caractère spécialement accentué. Les magasins de la rue Vivienne étalent leurs richesses aux yeux émerveillés. Éclairés par de nombreux becs de gaz, les coffrets d'acajou et les montres en or répandent à travers les vitrines des gerbes de lumière éblouissantes. 8 heures ont sonné à l'horloge de la bourse. Ce n'est pas tard. À peine le dernier coup de marteau s'est-il fait entendre que la rue, dont le nom a été cité, se met à trembler et secoue ses fondements depuis la place Royale jusqu'au boulevard Montmartre. Les promeneurs hâtent le pas et se retirent pensifs dans leur maison. Une femme s'évanouit et tombe sur l'asphalte. Personne ne la relève. Il tarde à chacun de s'éloigner de ce parage. Les volets se referment avec impétuosité et les habitants s'enfoncent dans leur couverture. On dirait que la peste asiatique a révélé sa présence. Ainsi, pendant que la plus grande partie de la ville se prépare à nager dans les réjouissances des fêtes nocturnes, la rue Vivienne se trouve subitement glacée par une sorte de pétrification. Comme un cœur qui cesse d'aimer, elle a vu sa vie éteinte. Mais bientôt, la nouvelle du phénomène se répand dans les autres couches de la population et un silence morne plane sur l'auguste capitale. Où sont-ils passés, les becs de gaz? Que sont-elles devenues, les vendeuses d'amour? Rien. La solitude et l'obscurité. Une chouette, volant dans une direction rectiligne et dont la patte est cassée, passe au-dessus de la Madeleine et prend son essor vers la barrière du trône en s'écriant « Un malheur se prépare ». Or, dans cet endroit que ma plume, ce véritable ami qui me sert de compère, vient de rendre mystérieux, si vous regardez du côté par où la rue Colbert s'engage dans la rue Vivienne, vous verrez, à l'angle formé par le croisement de ces deux voies, un personnage montrer sa silhouette et diriger sa marche légère vers les boulevards. Mais si l'on s'approche davantage de manière à ne pas amener sur soi-même l'attention de ce passant, on s'aperçoit avec un agréable étonnement qu'il est jeune. De loin, on l'aurait pris en effet pour un homme mûr. La somme des jours ne compte plus quand il s'agit d'apprécier la capacité intellectuelle d'une figure sérieuse. Je me connais à lire l'âge dans les lignes physiognomoniques du front. Il a 16 ans et 4 mois. Il est beau, comme la rétractilité des serres des oiseaux rapaces, ou encore comme l'incertitude des mouvements musculaires dans les plaies des parties molles de la région cervicale postérieure, ou plutôt
comme ce piège à rats perpétuel, toujours retendu par l'animal pris, qui peut prendre seul des rongeurs indéfiniment et fonctionner même caché sous la paille. Et surtout, comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie.